Bonjour, la capsule du jour a pour but de vous expliquer comment on peut être accompagné dans le cadre d'un travail de fin d'études. Et je vais tenter de développer dans ces accompagnements ce que j'appelle une maïeutique socratique. Alors bon, évidemment, ce que je reprends à la théorie de Socrate sur la maïeutique socratique. Alors en fait, on peut avoir un accompagnement sous trois formes. La méthode directive. Là, l'accompagnateur, donc le promoteur ou la promotrice, dirige tout. Alors ça, c'est une méthode qui convient aux étudiants qui préfèrent une approche stricte, directive, mais plus sécurisante. Mais c'est contraignant. Alors, il y a à l'opposé le numéro 3, la méthode non directive. Alors là, l'étudiant est totalement responsable des échanges et des actions avec le promoteur, le lecteur, la promotrice, la lectrice. Mais attention, il faut encore que promoteur, promotrice, lecteur, lectrice apprécient la méthode. Donc ça, il faut le savoir dès le départ en ayant échangé avec les personnes que vous pressentez. Alors, l'avantage de la méthode non directive, c'est que vous jouissez de beaucoup de liberté. L'inconvénient, c'est que si vous n'en sortez pas, c'est très insécurisant. Et alors, il y a, entre les deux, la méthode semi-directive. En fait, l'accompagnateur définit les grandes étapes, le promoteur donc et la promotrice, l'étudiant s'inscrit dans le protocole et interagit avec promoteur, promotrice, lecteur, lectrice. Alors, ça convient si vous voulez être quand même relativement indépendant, mais plus ou moins en sécurité. Mais évidemment, il y a des contraintes. Voilà à peu près comment on pourrait définir les différentes méthodes d'accompagnement. Alors, directement derrière ça, vous vous rendez bien compte qu'il y a le choix du promoteur, de la promotrice, du lecteur ou de la lectrice. Et que ça va être déterminant. Il y en a, quand vous les choisissez, vous savez que vous allez tomber en méthode directive. C'est inévitable. Et de toute façon, vous êtes bien rendu compte déjà dans le cadre des cours. Parce que souvent, l'accompagnement et la manière de donner cours sont très proches. Donc, même chose pour la méthode non directive. Vous allez vous en rendre compte assez vite aussi. Alors, le style de travail. Donc, quand vous choisissez le promoteur ou la promotrice, le lecteur ou la lectrice, attention, quel est leur style de travail? Il faut que ça colle avec vous. Et il faut que votre manière de faire colle avec eux aussi. Parce que sinon, au niveau relationnel, ça va mal se passer. La mayonnaise relationnelle, la fameuse mayonnaise relationnelle qui est abordée dans d'autres capsules. Bon, alors ici, vous devez être en mesure d'avoir des conversations avec promoteur, promotrice, lecteur, lectrice que vous pressentez. Ce n'est pas un choix fait sur un coup de tête. Ça doit être réfléchi. Alors, pensez aussi que le promoteur, la promotrice, le lecteur ou la lectrice, il est quand même mieux qu'ils aient une connaissance du sujet auquel vous allez toucher. Donc, si vous ne vous figurez pas encore avec précision ce que vous allez faire, c'est délicat. Mais plus vous traînez, plus ils sont pris, et plus vous avez des problèmes. Mais en tout cas, c'est mieux quand le promoteur ou la promotrice a une connaissance du sujet, et que cette connaissance concorde avec votre approche. Parce qu'évidemment, si vous avez des manières d'approcher différentes, ça va être problématique. Donc, s'ils ont une connaissance du sujet, ils vont pouvoir vous aider. Troisième élément, et non des moindres, la disponibilité. Oui, parce que, qu'est-ce qui fait la disponibilité? L'horaire de cours que va avoir le promoteur ou la promotrice, le lecteur ou la lectrice. Le fait qu'il n'est pas trop pris par des choses à l'extérieur. Mais aussi, pensez-y, la quantité d'étudiants et d'étudiantes
qui sont accompagnés par ce promoteur ou sa promotrice, ou la promotrice, le lecteur ou la lectrice. Quand ils sont très nombreux, fatalement, il est surchargé, donc sa disponibilité diminue. Alors, rôle du promoteur et du lecteur. Si pour le promoteur ou la promotrice c'est relativement clair, pour le lecteur ou la lectrice, malheureusement à l'école, ce n'est pas d'une grande limpidité. Alors, le promoteur, clairement, aide à choisir et délimiter le sujet, vous guide dans la recherche des sources, donc au moment où il va falloir faire l'état de l'art, rechercher ce qu'il y a comme référence théorique et bibliographique. Il va vous aider pour la structuration du travail et il va vous aider à préparer l'écrit, l'oral du travail de fin d'études. Là aussi, pensez qu'il y en a des très directifs et des moins directifs, des très directives et des moins directives. Du côté du lecteur ou de la lectrice. Ah là, c'est plus flou. Alors, le lecteur ou la lectrice qui est clair met une note qui compte pour la moitié de l'écrit. Il y en a qui, impérativement, veulent être tenus au courant régulièrement de l'évolution du travail de fin d'études. Il y en a, ils n'interviennent qu'à la fin, et le reste, ils s'en foutent. Pensez aussi qu'il y en a qui sont très souples au niveau de leur approche, et qu'il y en a qui ont des pensées complètement étriquées. Et que donc, si vous choisissez quelqu'un qui a une pensée étriquée et trop restreinte, vous vous retrouvez fatalement, à un moment donné, coincé à un moment. Donc, soit quand il le lira, tout à la fin, ça ne lui plaira pas, ou vous allez vous retrouver coincé dans des éléments où tout à la fin, il faudrait reprendre des choses qui ne vont plus. Donc, attention là aussi. Et donc, il y en a aussi, bon, au niveau relationnel, hein, il y en a qui prennent très vite la mouche et d'autres moins. Donc ça aussi, il faut pouvoir gérer. Conclusion. Eh bien, choisissez consciemment vos accompagnateurs pour réussir vers le TFE. Comprenez leur méthode d'accompagnement avant de vous lancer. Partez pas sur un coup de cœur. Partez sur un coup de tête en ayant réfléchi, s'il vous plaît. Et tous les accompagnateurs vont jouer un rôle important, différent mais important, et donc c'est déterminant chaque fois dans la rédaction de votre travail de fin d'études. Le travail de fin d'études ressemble à une dissertation. Alors qu'est-ce qu'une dissertation? Vous l'avez probablement, pas toujours, expérimenté durant vos études à la fin de l'enseignement secondaire. En fait, donc, dans le cadre du cours de français, on vous demande de démontrer, réfléchir sur un sujet et d'arriver à une réflexion démontrée, argumentée. Donc, dans le cadre qui nous intéresse, vous menez un projet ou une recherche exploratoire. Puisque vous êtes dans la recherche appliquée. Si c'est un projet, vous allez démontrer que votre projet apporte quelque chose. Ou vous allez montrer que vous avez voulu démontrer et que vous n'avez pas abouti à la démonstration. Mais c'est une dissertation, c'est-à-dire que normalement, vous avancez vers une démonstration à la fin. Et tout au long du chemin, vous accumulez des éléments pour nourrir la conclusion de la fin. Conclusion qui démontrera que c'est possible, ou conclusion qui démontrera que ce n'était pas possible. Peu importe, hein, ce n'est pas grave si vous démontrez que ce n'était pas possible. Vous avez fait avancer le schmilblick. Si c'est une recherche exploratoire, vous allez faire avancer la réflexion sur le sujet, sur un projet éventuel qui aurait pu être monté. Donc, vous accumulez des éléments pour nourrir la réflexion, et vous faites le point de votre réflexion à la fin, avec des conclusions qui vont autour. C'est une dissertation. Alors, votre argumentaire, il n'y a que vous pour l'instant pour l'apprécier. Et quand vous avez un promoteur, une promotrice, un lecteur, une lectrice, eh bien,
ça fait partie du regard extérieur qui va vous dire si votre argumentaire tient la route ou pas. Car il faudra également qu'il tienne la route devant les membres du jury lors de la présentation orale. Pour mener à bien cette dissertation, vous allez passer par différents stades, différentes étapes. Il y a d'abord les lectures préliminaires. Donc en fait, normalement, ça devrait déjà être maintenant, parce qu'en fait, un travail de fin d'études se mûrit au fil du temps, et devrait se mûrir à partir de la deuxième déjà. Donc, vous avez des lectures qui ont déjà été effectuées sur le sujet autour duquel vous tournez. Et là, ça va vous aider à identifier les théories clés, les concepts clés qu'il faut maîtriser. Parce que pensez bien que ce que vous abordez, il faut maîtriser dans la pratique, mais il faut maîtriser théoriquement, parce que fatalement, il y aura à un moment donné ou à un autre une démonstration opérée à travers l'écrit, mais devant le jury également. Donc il faut maîtriser théoriquement soi-même. Ça, c'était la première étape, les lectures préliminaires. Mais une fois que c'est fait, il va falloir commencer une recherche approfondie. On va dire qu'on va devoir se livrer à l'état de l'art. Donc, vous allez chercher des sources supplémentaires. Et là, c'est toute la recherche bibliographique. Et puis, vous allez devoir analyser les sources et organiser les idées, de manière à construire une théorie qui se tient. Alors, là, c'était tout ce qui était notion théorique bibliographique, mais de là partira toute la conception du projet de recherche ou de la recherche exploratoire avec tous les apports pratiques qu'il faudra venir greffer sur cette recherche théorique. Donc normalement, on s'appuie, comme je vous l'ai dit, sur la théorie et on le nourrit par la pratique. Et de la théorie, on retourne à la pratique. C'est ce qu'on verra dans des capsules autres. Attention à la gestion du temps. Il faut établir un calendrier. Et je vous avais expliqué, je vais vous expliquer qu'il y a ce qu'on appelle le diagramme de Gantt, qui en fait programme, on va dire comme ça, fait une programmation, établit un calendrier de ce que vous allez faire. Il faudra essayer de s'y tenir le plus possible. Il faudra également définir des objectifs à atteindre. Donc, des objectifs de recherche. Et donc, on poursuit ces objectifs, sont-ils atteints, sont-ils pas atteints? Et alors, oui, ça sert à rien non plus de travailler comme un malade du début à la fin. Il faut parfois aussi être capable de prendre des pauses, pas pour ne rien faire, mais surtout pour laisser décanter et faire le point. Parce que quand on est toujours le nez dans le guidon, il y a des choses qu'on ne perçoit pas. Il y a aussi le fait que votre recherche, souvent on ne l'envisage pas, mais c'est possible, on peut travailler en partenariat avec d'autres étudiants. Donc, vous êtes parti sur un sujet de recherche relativement similaire, et vous l'appliquez sur un lieu de stage A, avec tel étudiant, et sur un lieu de stage B, avec un autre étudiant ou une autre étudiante. Et donc, vous pouvez regrouper vos recherches. Ça peut se faire. Ce qui arrive aussi, c'est que vous êtes sur le même lieu de stage, à plusieurs, et que là aussi, quelque part, vos recherches, même différentes, peuvent collaborer. Vous pouvez arriver à des collaborations ou des coopérations. Ça peut être tout à fait intéressant. Alors l'avantage de ces partenariats, c'est que vous partagez les connaissances. Donc la recherche théorique sera peut-être moins lourde.
Ça va, comme on est plusieurs, ça atténue le stress, parce que quand on porte tout seul sur ses épaules, c'est pas forcément ce qui est le plus amusant. Et ça va aussi aider à améliorer vos relations entre vous. Voilà pour cette première partie de la maïeutique socratique. Mais même si j'ai expliqué le contexte, je n'ai pas encore vraiment expliqué ce qu'il en est réellement par rapport à la maïeutique. Et il faudra donc que j'aborde dans une capsule intermédiaire le complément d'informations nécessaires. Donc je vous fixe rendez-vous à la prochaine capsule qui nous mènera ensuite à la troisième capsule qui expliquera que le porteur du projet, c'est vous.